Nous avons également le plaisir d'accueillir David Cormand. Tu es eurodéputé écologiste et ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Au sein de la commission Conditions Animales, on a l'habitude de travailler avec toi parce que tu es une personne engagée pour les animaux, que ce soit dans la lutte contre l'expérimentation animale, au sein de l'intergroupe européen sur le bien-être et la protection des animaux, mais aussi dans des mobilisations comme contre la corrida ou contre les élevages de visons, par exemple. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Villani. Donc Cédric, tu es député de l'Essonne, membre du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, qui, si je ne me trompe pas, est en train de réaliser un projet de loi sur la cause animale. Et une proposition de loi qui suit de près le référendum pour une initiative partagée proposé par Hugo Clément et la quarantaine d'associations engagées là-dessus. Parfait, tu pourras nous l'expliquer davantage tout à l'heure, je pense. Et donc, en 2018 aussi, tu as été signataire d'une tribune avec plusieurs députés pour appeler à politiser la cause animale. Tu t'es aussi engagé durant les municipales en signant la charte L214 et comme tu le disais juste auparavant, tu t'engages aussi pour le référendum pour les animaux. Oui, et je suis aussi membre du groupe d'études à l'Assemblée nationale sur ces sujets conditions animales. J'ajouterai, tant qu'on a la présentation, une petite note personnelle. Comme Nathalie, un de mes premiers amours, c'était les grands singes. Il y a eu une époque où j'étais très en contact avec les mouvements de protection des orang-outans. Pour moi, les animaux de cœur et des gens comme Birutei Galdikas et d'autres. Milieu très compliqué. Donc les synergies sont déjà en train de se créer. On voit depuis peu, quelques années à peine, que la cause animale est en train de monter dans le débat public et devient même un sujet politique. Durant les élections municipales, on peut parler vraiment d'explosion de la cause animale, car 59% de la population française disait vouloir voter pour un ou une candidate engagée pour les animaux. Ainsi, on a retrouvé les animaux dans presque tous les programmes politiques, donc du Parti animaliste aux écologistes, La République en marche, mais aussi au Rassemblement national. Pourtant, est-ce que la cause animale est un sujet transpartisan ? Et quelle est la place des écologistes sur ce sujet ? L'objectif de cet atelier, c'est vraiment de discuter ensemble de l'évolution de la cause animale dans le débat politique, mais aussi de faire les liens entre l'éthique animale et l'éthique environnementale. Car en effet, la question animale, c'est profondément une question éthique, car il s'agit d'interroger le rapport de l'homme aux animaux, mais les animaux pris individuellement. Il y a différents courants dans l'éthique animale et l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de les détailler, mais j'aimerais avoir votre avis sur comment l'éthique animale vient interroger le débat politique, comment elle nous amène à penser autrement, mais aussi à agir autrement en politique. Peut-être que Nathalie, tu peux expliquer soit ta vision du fait de ton parcours d'animaliste vers l'écologie. Merci beaucoup, merci d'avoir créé cet atelier et merci à vous d'être là. Je vais juste revenir un petit peu sur mon engagement pour vous faire comprendre pourquoi cette question est super intéressante en politique. Les animaux, apparemment, ne peuvent rien pour nous. Ils ne sont pas là pour nous fournir de l'argent, des titres, de la gloire. Et justement, à ce titre, ils interrogent notre lien réel à notre désir de bien agir. Si on veut bien agir pour les animaux, c'est gratuitement. Ils ne peuvent rien pour nous en retour. C'est donc une cause éminemment éthique, le fait de vouloir le bien pour autrui, cet autre qui ne peut absolument rien pour nous, juste parce que c'est bien de le faire. En tant qu'individu, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas que les autres souffrent, et c'est important d'inclure dans le champ de notre compassion tout le monde, autrui fût-il poilu, ailé ou marchant à quatre pattes. Et cette cause éminemment éthique, aujourd'hui, elle est réellement portée concrètement par des associations, par le tissu associatif, et il y a une surdité réelle de ceux qui, au final, sont les décideurs in fine.
alors même que cette cause intéresse réellement les Français et beaucoup de décideurs politiques. Beaucoup de personnes en politique sont intéressées par ces causes-là, par la cause de la justice pour les animaux. Eh bien, quand je me suis engagée pour les animaux, je me suis naturellement tournée vers l'associatif. J'ai tout appris de l'associatif et cela ne me satisfaisait pas. J'avais envie et besoin du pouvoir d'agir. Je me suis donc tournée vers la politique, vers la commission conditions animales, pensant que cette cause-là n'était prise en compte réellement par aucun parti politique, je suis effectivement allée co-créer le parti politique. Je suis revenue dans l'associatif et l'année dernière, j'ai reçu un coup de fil pour rejoindre une dynamique incroyable qui a mené à la victoire des écologistes dans une majorité absolue à la métropole de Lyon et à la mairie de Lyon. Si les écologistes qui ont rassemblé largement au-delà des étiquettes avant le premier tour, qui ont vu donc Grégory Doucet, maire de Lyon aujourd'hui, et Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, s'ils ont rassemblé largement au premier tour, ils sont venus me chercher, moi, sur cette composante précise de la protection animale pour pouvoir la porter dans un programme plus global. J'invite toutes celles et tous ceux qui portent cette question-là, qui portent cette question éthique sur les animaux, à aller voir ce qui se passe en politique, à se former en politique et à porter cette éthique en politique. Parce que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de gens qui portent cette éthique et nous avons besoin de personnes qui soient experts dans cette cause-là et qui se forment en politique. Et j'appelle tous les politiques à prendre sous leurs ailes des gens experts sur la protection animale et qui pourraient être des conseillers et à les mettre à des positions éligibles, vraiment. Merci. David, durant ton parcours aussi, tu peux aussi témoigner de l'évolution de la prise de conscience sur la cause animale. Et puis toi aussi, comment peut-être tu t'es saisi de cette question? Alors ouais, d'abord merci pour l'invitation, ça m'a beaucoup fait plaisir que vous ayez pensé à moi pour le faire, mais je précise tout de suite qu'au sein de la délégation verte française au Parlement européen, je suis loin d'être le seul à m'intéresser à ces questions. Il y a notamment Caroline Rose qui va être dans une commission d'enquête créée au niveau du Parlement européen sur le transport des animaux. Elle fait partie des 3 écologistes de tout notre groupe qui va siéger sur cette question. Et puis, voilà, il y a Claude Gruffat, d'autres, enfin tout le monde s'intéresse à ces sujets-là. Et puis, il y a Pascal Durand, qui est plus avec ELV, mais peu importe, hein, il est toujours porteur de ces sujets-là avec beaucoup de force au Parlement européen. Et je me rappelle, quand il était secrétaire national des Verts, on avait souvent ces discussions avec lui sur, parce que c'est ça la question qui m'intéresse d'aborder avec vous, la centralité dans la pensée écologique de la question et du respect du vivant, j'y reviendrai après, et du respect individuel des animaux non humains. Pour moi, ces 2 aspects-là sont très profondément liés. Ce qui a été le cas au début de l'histoire des Verts, ce qui, moi, quand j'ai adhéré en 2020, pour être tout à fait transparent, était moins le cas chez les Verts. Je me rappelle, j'en parlais avec Cédric tout à l'heure, à l'époque où Yann Verling, notamment, était secrétaire national, il est très attaché à ces questions-là. Moi, j'étais déjà assez sensible. Il nous arrivait d'être un peu moqué, hein, comme on l'entend parfois, mais au fond, respecter, enfin, mettre comme point d'appui, comme pilier de votre pensée la question des animaux. Est-ce que c'est pas, au fond, nier notre part d'humanisme, puisque ça voudrait dire qu'on aurait moins d'attention sur les humains. Et heureusement, cette chose-là a évolué au fil du temps. Ça s'est traduit par la création de la commission animale. On a été aussi aidé dans ce sens par les ONG qui ont été des lanceurs d'alerte extraordinaires, et puis aussi par la création d'un parti animaliste qui, ça fait partie des interactions positives, hein, fertiles, qui nous a aussi poussé à remettre cette question-là dans une forme de centralité. Je voudrais dire pourquoi la question de la condition animale est centrale, parce que la pensée écologiste est, de mon point de vue, la seule pensée politique, des grands courants de pensée auxquels on peut penser, c'est la seule qui n'est pas anthropocentrée.
Je pense que le terme d'anthropocentrisme et de lutte contre l'anthropocentrisme, du coup, elle est fondamentale dans la construction de la pensée politique écologiste. Ce que je veux dire par là, c'est que les courants de pensée, mais depuis l'origine, démocratie, c'est la vie de la cité, dans laquelle les animaux non humains étaient périphériques dans la réflexion. Et donc, pour les écologistes, la question de considérer le refus de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire d'appréhender la marge du monde, non pas du point de vue uniquement des humains, mais du point de vue de l'ensemble du vivant, et donc des animaux non humains, c'est une spécificité qui nous distingue de l'ensemble des autres forces et pensées politiques, et donc c'est quelque chose qui est fondamental dans notre réflexion. Mais tu m'as fait signe de m'interrompre. Donc, voilà, en effet, je pense qu'on va bien creuser cette question-là après, justement en faisant le lien entre éthique animale et éthique environnementale. Mais du coup, peut-être pour revenir sur l'idée de la progression de la cause animale dans le débat politique, Cédric, si tu veux témoigner par exemple au sein du Parlement, comment tu vois ça à l'intérieur du groupe Commission animale, Conditions animales? Il y a un groupe Conditions animales au Parlement très impliqué sur ces sujets, et en même temps, c'est un sujet minoritaire au Parlement très clairement, mais surtout minoritaire parmi les formations politiques classiques, parmi les courants classiques. Et je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire David. C'est pas un sujet qui s'est construit comme une des grandes idéologies classiques. Et on le voit par exemple quand on regarde sur le référendum pour les animaux, qui a signé, si on analyse les 129 parlementaires qui à ce jour ont signé ce référendum, je vous rappelle, il faut 185 pour arriver à ce que le processus soit soumis à référendum sur la France entière. Sur les 129, quand vous regardez qui a signé, notre formation Écologie, Démocratie, Solidarité a signé 100%. France Insoumise a signé 100%. Gauche classique, communiste, socialiste, Sénat et Assemblée confondues, va être 7%. Droite classique, 3%. Ce n'est pas un sujet ni de la gauche classique ni de la droite classique. Et quand j'ai vu le porter, j'ai vu sans arrêt, y compris dans mes propres équipes en campagne municipale, y compris dans les personnes qui sont des politiques expérimentées, à chaque fois les mêmes arguments revenir. Oui, tu parles des animaux, mais attention, on va dire qu'on ne s'occupe pas des humains. On va se prendre un bashing terrible en disant qu'on est complètement lunaire et qu'il faut d'abord penser aux droits des humains. Argument qui revient sans arrêt, sans arrêt. Ou alors, on va tuer l'économie avec vos propositions pour le bien-être animal, parce que le grand sujet sur le bien-être animal, c'est l'agriculture, l'élevage. Et quand on regarde ces arguments et qu'on se demande d'où ils viennent, on voit, quand on potasse, qui sont là depuis littéralement 200 ans. Depuis 200 ans, chaque fois qu'arrive au Parlement ces sujets, première réaction, c'est on tourne en ridicule, 1821, première tentative au Parlement britannique, faire passer une loi sur le bien-être animal, où littéralement les gens explosent de rire. 1850, la loi Grammont, première loi sur le bien-être animal portée par une personnalité de droite, un général bonapartiste, qui reçoit un soutien inattendu de la gauche. Il s'attendait à ce que la gauche, comme ça semblait être le cas, justement retoque en disant qu'il faut s'occuper des humains avant de s'occuper des animaux. Et de façon inattendue, c'est Victor Schœlcher, grand défenseur de la cause abolitionniste de l'esclavage, qui dit « Nous allons soutenir ça, parce qu'il n'y a qu'un combat contre l'oppression des animaux, contre l'oppression des humains, c'est la même chose. » Et ça s'inscrit dans une politisation qui se fait, pas dans la grande famille politique, mais qui va croître selon divers axes d'idées. Premier axe, l'idée que du mal qui est fait aux animaux, c'est aussi du mal qu'on fait en tant qu'humain. On réprime nos sentiments humains, notre humanité. Un vrai questionnement éthique. Des auteurs, des politiques comme Lamartine ont porté ça très bien en disant « je ne veux pas faire de mal, il n'y a aucune raison » et tout ça. Deuxième axe, l'idée qu'on va élargir le champ et que finalement, on ne va pas s'occuper seulement des humains. David disait tout à l'heure, au début, c'était la démocratie, c'était les citoyens. C'était même pas tous les humains au début, c'était seulement les citoyens libres. Les esclaves, on ne les considérait pas. Puis ça s'est élargi à toute l'humanité. Et puis on se dit à un moment, élargissons ça à tous les êtres qui ont des sentiments, qui ressentent, qui ont des émotions. Il n'y a pas de raison a priori que la souffrance d'un animal vaille moins que la souffrance d'un humain. Et donc, il faut agir sur tous ces tableaux à la fois. Et puis, troisième axe, bien plus récent, avec l'apparition du concept de finitude du monde, où on se rend compte qu'on ne peut pas exploiter la planète entière, on voit que tout est lié, parce que l'industrie animale sont des problèmes de gaz à effet de serre, jusqu'à 15% selon certaines estimations, sont des questions de modèle économique global, sont des questions d'asservissement de l'humain aussi, sont des questions de déforestation, sont des questions où tout est lié, et où pour protéger la planète, ça va aussi être en phase avec la cause animale. Oui, en effet, là,
Tu fais justement le lien entre éthique animale et éthique environnementale. On a encore tendance à opposer les deux. L'éthique environnementale serait une vision holistique qui vise à protéger les espèces et les écosystèmes, et l'éthique animale à s'intéresser à la souffrance de l'individu, de l'animal. Or, finalement, est-ce que les deux visions ne sont pas interconnectées, et est-ce que la vision la plus pertinente pour faire avancer la cause animale, c'est de travailler ensemble? Peut-être, David, tu voulais justement approfondir un peu cette question entre écologie, politique et cause animale. Et est-ce que c'est pas là où les écologistes peuvent se différencier, justement, parce que dans l'approche, dans les valeurs portées par les écologistes, il y a des similarités très fortes avec les valeurs portées par les animalistes. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que déjà le premier point commun, c'est la question, j'en ai parlé, de la question de l'anthropocentrisme. La question du refus de l'anthropocentrisme, mais depuis la naissance de l'écologie politique, le refus de voir, et ça remonte assez loin, quand on voit, avant même la naissance du terme écologie en tant que force politique, c'était Fourier, au XIXe siècle, qui avait eu l'intuition, ou l'analyse, c'est plus qu'une intuition, que la révolution industrielle portait en elle évidemment la soumission des travailleuses, des travailleurs, à l'époque encore des enfants, etc., mais aussi une destruction de l'environnement et une maltraitance des animaux non humains. Et c'est quelque chose qui s'est développé depuis. Et aujourd'hui, on pense évidemment à l'agriculture industrielle, où, malgré la prise de conscience, et c'est un paradoxe, la chosification des animaux non humains, et donc du vivant dans son ensemble, n'a fait que s'intensifier. Et ce qui est intéressant à noter, si on veut rester dans l'agriculture, c'est que cette chosification des animaux non humains s'est accompagnée d'une maltraitance des paysans. C'est-à-dire que c'est la même logique de la massification, de l'artificialisation, de l'industrialisation et de la déshumanisation au sens humain et non humain. C'est-à-dire que pour en revenir à la question de oui, mais les animaux, machin, ouais, mais les humains, pour moi, la question, la centralité de la question du vivant et en tant que holistique au sens d'ensemble, et de l'ensemble du vivant, des êtres vivants qui composent cette Gaïa, qui composent cette biosphère, c'est un humanisme non pas diminué, mais un humanisme augmenté. Et là, il y a une bataille, je ne sais pas si elle est philosophique, mais plus qu'éthique, enfin plus qu'éthique, en plus d'éthique, politique à mener. C'est-à-dire que considérer, avoir de la considération à égalité pour l'ensemble de ceux qui vivent, on voit bien que là c'est pareil, la sensibilité environnementale ou la sensibilité, il n'y a pas de différence là-dessus, c'est pas un humanisme qu'on réduirait à une forme de sauvagerie, c'est au contraire un humanisme augmenté. D'ailleurs, petite incise, après je m'arrête, c'est quand on veut parler de choses qui ne vont pas chez les humains, tu me reprenais tout à l'heure quand je disais, je donnais le micro comme un cochon, c'est tout le champ lexical aujourd'hui de l'ensauvagement, ou avant chevènement des sauvageons. Je pense que notre monde a besoin, pour le coup, d'être réensauvagé, dans le sens où on a trop artificialisé, réduit à l'utilité d'une des espèces qui peuplent la planète, en savoir Homo sapiens, l'ensemble de ce qui vit sur Terre. Or, ça paraît une évidence de le dire, mais il n'y aura pas d'avenir pour l'humanité, donc pas d'avenir pour l'humanisme, si notre planète devient inhospitalière à la vie. Et si elle devient inhospitalière à la vie, elle deviendra inhospitalière pour l'ensemble des vies, dont la nôtre. Donc il y a dans l'histoire de la pensée politique et démocratique des choses à remettre à l'endroit, et l'appréhension à part entière de la question des animaux non humains à côté avec les animaux, les humains tout court, c'est une question qui construirait une politique augmentée, un humanisme augmenté, une civilisation augmentée, améliorée. Je rebondis sur David a systématiquement fait bien attention de dire animaux non humains pour bien nous rappeler ce fait majeur de la science d'aujourd'hui, depuis Darwin et depuis le développement de l'éthologie, qui dit les humains sont des animaux, certes avec leurs particularités, c'est la seule espèce qui peut contrôler la Terre, c'est la seule espèce qui a certaines capacités intellectuelles, mais pour ce qui est des questions de sensation, pour ce qui est des questions d'organisation,
ça fait partie du même schéma général. Et même en histoire de l'homme, le fait qu'on a découvert qu'il y avait eu plusieurs espèces humaines qui ont cohabité à différents moments, ça a été une révolution sur la façon dont on pensait. À un moment, on pensait qu'il y a l'homme et tout le reste. Non. Maintenant, il y a des hommes, en tout cas à travers l'histoire des humains, des espèces d'hommes différentes et qui font partie de la grande histoire du vivant. Et on ne peut pas l'oublier. Je vais rajouter, c'est dans la question aussi, sur la question de pourquoi politiser. Politiser la cause simplement aussi pour la faire avancer. On peut le faire avec le registre philosophique. Il y a des auteurs qui ont écrit de très belles pages, les Peter Singer, Littéraire Libération Animale, les ouvrages de Donaldson et Kymlicka, les ouvrages de Corinne Pelluchon, etc. À la fin, tant que c'est juste des écrits qu'on se repasse sur une sphère intellectuelle, ça n'influe guère. Le vrai changement, il viendra forcément de l'action politique, aussi parce qu'il y a des forces de résistance et des contre-discours qui sont ancrés dans le politique très fortement, avec du lobby agroalimentaire, qui a intérêt à ce que rien ne change, à véhiculer des faux clichés. Et pour faire bouger les choses, ça passe par de la médiatisation, des lanceurs d'alerte, des images, des associations comme L214. Certains vont dire « non, mais c'est extrême, ils font des choses illégales ». Certes, mais s'ils ne font pas ce travail-là, ça ne bouge pas. On l'a vu encore dans les images qui sont sorties de l'élevage de foie gras avant-hier. Et donc ça fait partie, ce travail de médiatisation, de politisation, de la façon de faire avancer les choses, pas seulement sur le plan de la réflexion morale et éthique, mais aussi sur le plan de l'action dans la cité. Nathalie, je pense que tu veux bien témoigner justement parce que tu es une militante associative et tu as fait le choix là durant les municipales de dire je m'engage, je donne ma confiance aussi au mouvement écologiste pour porter la cause animale. Oui, juste pour compléter un témoignage très simple sur la confiance qu'une équipe d'écologistes qui a rassemblé certes largement au-delà de LV ou des partis écologistes, mais je suis non encartée et on était beaucoup à être non encartés dans l'équipe des écologistes de la métropole et de la ville de Lyon. Mais il y a eu une vraie confiance qui a été faite avec quelqu'un clairement avec un profil militant associatif, animaliste moi-même. Et du coup, quand on m'a donné la possibilité d'exprimer ça dans la co-construction d'un programme, qu'une équipe entière d'écologistes, pas du tout animalistes, pas forcément au début très sensibles sur cette question ou qui n'étaient pas des experts de cette question. Quand on m'a permis donc de co-construire un programme avec une équipe entière, j'ai eu envie personnellement d'intégrer les autres composantes de l'écologie politique et de les porter, alors que je m'étais plutôt préparée, moi, dans ma tête, à être monothématique sur la cause animale. Donc, j'ai trouvé cet échange extrêmement intéressant, puisque j'aspirais à être élue, et effectivement, maintenant, je suis élue pour la métropole sur la circonscription du Sud-Est qui correspond au 8e arrondissement, et je suis élue à la municipalité de Vénissieux. Je suis donc élue de tous les habitants et donc de toutes leurs préoccupations, y compris et sans oublier les animaux, puisque je viens de ce milieu-là, mais de toutes leurs préoccupations. Et cette campagne électorale m'a permis, moi, animaliste, de me former à toutes les autres composantes de l'écologie politique, à les intégrer, à les porter, et dans cet échange de formation, d'expertise, j'ai trouvé très intéressant, moi, de donner mon expertise sur la protection animale, sur le fait de voir l'animal comme un individu, de prendre en compte ses intérêts et de revoir notre lien dans la société avec les autres espèces animales. J'ai transmis ça, j'ai essayé de transmettre ça, et eux m'ont transmis des expertises sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur les solidarités humaines, sur la démocratie participative, sur la justice sociale, etc., sur tous les domaines. Et j'ai trouvé cette aventure absolument extraordinaire à vivre, humainement, politiquement, intellectuellement. Je voulais juste rajouter quelque chose pour finaliser un peu et compléter les interventions de mes collègues. En 2012, il y a eu ce qu'on a appelé la déclaration de Cambridge, qui a reconnu et fait reconnaître par des scientifiques
de très haut vol, donc, dont Stephen Hawking assistait à la déclaration. J'ai peur de mal prononcer, qui déclarait en substance que les substrats de la conscience étaient présents chez les animaux et que ce n'était pas parce qu'ils avaient des formes différentes qu'ils n'avaient pas la sensibilité et la conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont une expérience de la vie et pour moi, elle est à respecter, elle est à entendre, elle est à accompagner, elle est à protéger et on peut trouver des traductions de ça, de cette conviction-là, scientifique, associative, philosophique, dans la politique. Et c'est tout ce que je vais essayer de faire pendant ces 6 ans de mandat. Et je vais me permettre de faire un petit commentaire sur cette déclaration de Cambridge. C'est un peu l'aboutissement d'un courant scientifique qui va à l'opposé de Descartes. Il y avait c'est l'une des raisons, hélas, historiquement, pour laquelle la France est à la traîne sur cette question animale, quand Descartes dit pas de langage, pas de conscience, pas d'intelligence, donc pas de conscience, pas de souffrance, ce sont des machines, on peut vivisecter les animaux comme on veut. C'était une conception de l'époque qui allait rencontrer aussi la vision traditionnelle de l'Église selon laquelle les animaux, on pouvait en dispenser comme bon nous semblait. Et en tout cas, au XVIIIe siècle, arrivent les Lumières et d'autres qui, au contraire, interpellent Descartes en disant « mais à quoi ça rime ?» Comme Voltaire qui dit « écoutez, on dissèque l'animal vivant, ok, on voit qu'il a tous les mêmes mécanismes que nous, le même organisme, la même physiologie, pourquoi est-ce qu'il serait différent alors ?» Quand on écoute vos 3 interventions, du coup, on se rend compte vraiment que la cause animale, c'est un sujet totalement légitime pour être porté politiquement. On voit l'interconnexion du coup entre les combats écologistes et les combats animalistes. Mais maintenant, j'ai envie de dire comment on fait pour agir, parce que finalement, on a un apprentissage aussi à faire de agir pour les animaux en politique, et aussi comment on va mener nos combats, tous nos combats écologistes, comment on peut intégrer à chaque fois la composante animaliste et comment on fait aussi pour travailler avec tous nos partenaires. Donc on a beaucoup parlé des associations qui portent depuis de nombreuses années avec beaucoup d'énergie ce combat. Comment on fait pour, en tant qu'élu, pour travailler avec eux et puis aussi avec la recherche, etc. J'ai envie de... Moi, avec les municipales, il y a quand même une vague d'espoir pour les animaux quand je vois les délégations conditions animales qui ont été créées. Notamment, il y a plusieurs élus écologistes qui portent ces délégations et je pense que c'est un véritable nouveau souffle. Mais maintenant, voilà, avec vos différents cheminements, comment vous voyez, on va dire, la symbiose des luttes entre cause animale et puis cause écologiste ? Oui, alors, je vais repartir sur les progrès de l'éthologie. Mais tu es un chercheur et on sait bien qu'en recherche, il me semble, moi j'en suis pas, mais on trouve ce qu'on cherche. Et les progrès de l'éthologie ces dernières années, elles ont été aussi obtenues parce qu'on s'est mis à voir les chercheurs dans l'éthologie, on se sont mis à chercher ce dont tu parlais, c'est-à-dire finalement, et on fait toutes ces découvertes. Ça a progressé, donc il y a une première question politique. La première réponse serait déjà mettre des moyens dans la recherche pour justement progresser encore en matière d'éthologie parce qu'on aime et on protège ce que l'on connaît et au fond, nous connaissons assez peu l'aspect conscience ou sensibilité des animaux non humains. On a beaucoup fait de recherches sur en quoi ils pouvaient nous apporter des choses, les meilleures poules pondeuses, je sais pas quoi, les vaches qui produiront le plus de lait ou quoi, mais on a assez peu fait de recherche sur la sensibilité. Donc ça, c'est un pilier qui me paraît intéressant. Deuxième sujet, c'est de comprendre et de saisir que les droits humains, les droits de la nature et le droit des animaux non humains, c'est la même logique, c'est la même chose. Et que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et donc, à chaque fois qu'on appréhende ces sujets du droit, il faut bien avoir à l'esprit ces 3 aspects. Alors après, concrètement, il y a effectivement dans les collectivités locales, et notamment les mairies, il y a l'aspect de l'alimentation, j'y reviendrai. Il y a aussi un aspect, même si ce n'est pas les mairies qui décident de l'éducation, du programme éducatif des écoles, elles peuvent avoir un impact, notamment dans les activités extrascolaires, sur l'éducation. Et moi, je pense que la question de l'éducation des enfants, pas seulement des enfants d'ailleurs, vous savez, l'écologie, quand on regarde la génération climat, je pense que ce n'est pas anodin que depuis 20 ans,
il y a eu de l'éducation à l'environnement dans les écoles et les collèges et les lycées, et comme par hasard, c'est au bout de 20 ans qu'on a la génération climat qui apparaît, donc ça a un impact, l'éducation à l'environnement, et donc je pense que dans cet aspect d'éducation à l'environnement, là, l'éducation à la condition animale qui doit être un des fondamentaux. On en a parlé, hein, là, il y a la question de l'alimentation, on ne peut pas appréhender la question de la considération pour les animaux non humains sans appréhender la question de comment on se nourrit, dans la mesure où encore aujourd'hui, on se nourrit beaucoup d'eux ou de leurs produits, enfin de leurs produits, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça, c'est une question aussi fondamentale. Il y a la question, j'en ai parlé, du rapport à la nature en général. Là, je parle plus de l'aspect, le temps qu'on a la possibilité de passer dans la nature sans risquer, par exemple, de se faire tirer dessus ou de se faire mordre par un chien de chasse à courre, etc., où on puisse paisiblement se promener. Et puis, dernier point, il y a la question de là, et tout ça, ça se traduit par de la législation. Et donc là, on revient sur l'aspect parlementariste et la législation qui doit protéger les animaux non humains. L'histoire de la justice et l'histoire des droits et des lois dans l'histoire de la démocratie, ça a été de conquérir des nouveaux droits et donc de protéger. Le principe de la justice, c'est d'éviter que la force soit forte avec les faibles et faible avec les forts. C'est ça la justice. Et donc, l'aspect, quand on est législateur, quand on est parlementaire, il faut protéger ceux qui sont faibles. Et aujourd'hui, parmi celles et ceux qui sont les plus faibles, il y a les animaux non humains. Et donc là, il y a une question tout simplement de légiférer, non pas seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux non humains. Je ne suis pas plus long pour... Je pense que c'est une très belle transition pour toi, Cédric, justement, sur comment légiférer pour les animaux. Alors, d'abord, bien avoir en tête qu'il y a tous les échelons qui sont importants. Tu évoquais l'échelon municipal, il y a aussi l'échelon national, il y a aussi l'échelon européen, dont David, ici, est un des représentants extrêmement actifs. Et sur tous ces sujets, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la technique politique. Il y a un bouquin un livre de Pascal Durand et Christophe Marie qui s'appelle « L'Europe des animaux », dans lequel ils évoquent, ils font l'état de tout ce combat, tout ce que l'Europe a fait pour la protection animale, et tout ce qui reste à faire, tout ce qui a les énormes chemins à parcourir dans les droits nationaux, qui commence par une description des mécanismes politiques européens qui, pour la plupart des lecteurs, apparaîtra ultra technique. On parle non seulement des institutions habituelles, le Parlement, le Conseil européen, même du Conseil de l'Europe, dont la plupart des gens ignorent complètement l'existence, de la façon dont les directives, dont le droit national interagit avec le droit européen. On se dit, pourquoi aller dans le temps technique? Et quand on voit les résultats, on voit que ça vaut le coup. Parce que sur les questions de l'élevage, et en particulier sur les élevages les plus répréhensibles, les plus durs, comme les veaux ou les cochons, on voit que l'essentiel du progrès a été fait par l'action européenne. Sur les questions de chasse, en ce moment on parle de chasse à la glu. Depuis 1979, c'est une directive européenne qui interdit par défaut ça dans l'ensemble des pays. Donc on voit qu'il y a une action très protectrice au niveau européen et que l'Europe, loin de dessaisir les gens de cette cause, donne, avec son regard un peu plus lointain, peut-être moins sensible aux intérêts de proximité, un cadre dans lequel faire du progrès. Donc, pas avoir peur de la technique et se lancer dans la politique. Au niveau du discours, il y a un certain nombre d'arguments, de contre-arguments et de mythes qu'il faut systématiquement démonter sur ces questions-là. Par exemple, le discours qui dit l'alimentation végétarienne, c'est néfaste pour la santé. Une fois que vous avez fait la liste de toutes les personnes qui ont vécu longuement des années de vie active, les Gandhi et autres végétariens, et une fois que vous vous rappelez que les gladiateurs étaient quasiment végétariens, vous avez de quoi pilonner le mythe. Vous avez un autre mythe qui dit, si on s'occupe de tous les animaux, on ne pourra plus avoir de la viande à bon marché pour tout le monde, y compris ceux qui ont des ressources basses. L'argument est faux parce qu'on mange trop de viande globalement, en tant qu'humanité. On mange de la viande de mauvaise qualité, de la viande honteuse au sens où elle dépend le plus souvent en pratique de souffrance animale, et que ce soit les recommandations d'experts de la santé ou les recommandations d'experts du GIEC par rapport à l'impact sur le climat, les recommandations, c'est diviser notre consommation de viande dans les pays développés par 2, par 4 ou même davantage. Et on a les rapports maintenant médicaux qui montrent bien qu'il n'y a aucun inconvénient à une alimentation végétarienne. Végétalien est un petit peu plus subtil. Pour ceux qui se lancent dans vegan, ça demande quelques précautions, mais pas non plus impossible. Autre mythe qu'il faut démonter, c'est celui qu'on disait, que la lutte pour les animaux, ça serait en faire moins pour les humains. En pratique, c'est le contraire. Là encore, il y a l'histoire avec nous et les grands noms.
Et les adversaires de la cause disent, voyez, Hitler était un végétarien, c'est bien la preuve que, voilà. Alors de l'autre côté, vous pouvez dire, non, non, mais Einstein, végétarien, il a écrit de belles pages là-dessus, De Vinci, Victor Schœlcher et Victor Hugo, des défenseurs de la cause animale, Lamartine, végétarien, Gandhi, vous avez tout ce que vous voulez comme modèle positif dans différents secteurs là-dessus. Et puis, au niveau de la culture, important aussi de rappeler tout ce qui a été dit. Sensibilisation à la cause animale, au respect de la vie en général. Certains auteurs l'ont fait bien mieux que d'autres. Pascal Durand, dans son livre, rend hommage à Tex Avery comme étant le réalisateur de dessins animés qui, très petit, l'a sensibilisé au fait à l'idée d'une communauté d'empathie et de destin entre les animaux et les humains. Les animaux non humains et les humains, pour reprendre la terminologie de David, ça fait partie de tout le registre d'actions. Alors, très concrètement, là maintenant, parmi les actions qui vont être à saisir, il va y avoir ce référendum pour les animaux, celui qui est porté par Hugo Clément et les associations. Tout de suite, ça va être aller chercher et convaincre les parlementaires qui ne sont encore pas convaincus que ce soit un sujet sérieux, qui ne sont pas convaincus que c'est un sujet humaniste, qui ne sont pas convaincus que c'est un sujet porteur, puis faire campagne au niveau national. Dans notre groupe, nous portons une proposition de loi qui reprend, pour l'essentiel, qui reprend une grande partie des propositions de ce référendum, des propositions sur les questions de chasse non standard, on va dire, sur la fin de l'élevage à fourrure, sur la fin de l'élevage en cage, les élevages les plus durs, comme les truies qui sont placées dans des cages où elles ne peuvent même pas bouger, les cages pour poules pondeuses et ainsi de suite. Et puis visant à terme à la généralisation de l'élevage de plein air, des mesures de ce style. Ok, très bien, merci. Ce qui est intéressant là, c'est à un moment tu parles aussi dans le discours, en fait, c'est le besoin de créer un nouvel imaginaire. Et nous, chez les écologistes, créer un nouvel imaginaire, enfin, on est habitué à ça. On m'a perdu. Ah non, c'est bon. Toutes les fausses idées qu'on a sur l'écologie, bah, c'est pareil, c'est déconstruire des idées pour la cause animale. Donc, faire la politique, finalement, c'est créer ce nouvel imaginaire et après le mettre en pratique. Peut-être pour revenir sur la mise en pratique au niveau local, Nathalie, tu peux peut-être préciser les grandes actions que tu veux porter durant ce mandat, et puis aussi l'articulation avec les différentes associations locales, parce qu'un des témoignages des nouveaux délégués à la condition animale, c'est finalement l'enthousiasme des associations qui se disent « mais enfin, en fait, on a enfin des élus qui nous écoutent et qui vont pouvoir agir ». Il est très important d'identifier pour des associations, pour les citoyens, une personne qui va s'occuper, non pas forcément à temps plein, mais qui va s'occuper aussi d'une délégation protection animale, protection du vivant, défense du vivant, protection de la biodiversité. Eh bien, à la métropole de Lyon, il y a un vice-président, Pierre Athanase, qui est identifié sur la protection animale et la protection de la biodiversité. Et avec lui, avec les associations, nous allons co-construire le mandat 2020-2026. On vous en dira plus au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux, sur les réalisations, mais on va réellement co-construire un mandat au regard de la protection animale avec l'expertise des associations. On ne va pas réinventer des choses qui sont déjà dites et redites depuis longtemps. Il suffit d'écouter, il suffit de traduire en propositions politiques ce que veulent les associations. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait très précis en France, c'est que nous avons, en France et dans le monde, mais c'est particulièrement vrai en France, nous avons quasiment, il faut faire encore beaucoup de choses, mais quasiment tout le dispositif législatif pour faire avancer la protection animale. Et nous ne respectons pas. Puis la révision du Code civil de 2015 qui reconnaît le fait que l'animal est un être qui a des sensations. Absolument. Et si on applique ça au niveau politique, ça donne un paysage politique bien différent de ce qu'il est actuellement. Donc, ça veut dire que nous avons des élus, je ne parle pas des récents, je ne parle pas de moi, et nous avons des élus qui sont installés souvent depuis longtemps, qui sont incompétents au regard de la protection animale. Ben, ces élus-là, il faut les remplacer. Donc, je répète ce que je disais au début, si ce n'est pas vous, c'est qui? Et si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Donc, j'appelle les gens porteurs de cette éthique de la protection animale à s'engager en politique
Et j'appelle les politiques à valoriser ces experts de la protection animale, à les mettre sur des positions éligibles et à les prendre comme experts, comme conseillers, tout ce qui sera possible de faire concrètement avec les compétences des personnes. Mais on ne fait pas de protection animale sans protecteur et sans protectrice des animaux. Il est aussi intéressant de noter qu'il y a beaucoup de femmes dans la protection animale et qu'elles sont porteuses d'un regard peut-être nouveau, d'un nouveau récit sur la politique qui serait peut-être moins anthropocentré, moins centré sur l'ego, mais peut-être plus sur l'intérêt réel du vivant, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Si nous, comme disait Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue des protections des oiseaux pour la biodiversité, si nous gagnons cette guerre contre la nature, eh bien nous allons perdre. Nous allons tout perdre. Nous sommes les prochains sur la liste des espèces en voie d'extinction. Je pense que c'est un sujet qu'on pourra creuser notamment dans l'atelier écoféminisme qui est organisé aussi au sein des JDE, donc je vous invite à y participer. Nathalie, je me permets de... Oui, bien sûr. Parce qu'il nous reste à peine 10 minutes, et puis j'aimerais bien qu'il y ait quand même un temps pour avoir une ou deux questions du public. Donc je vous invite à lever la main pour... Parfait. Bonjour, Florence Herrero, enseignante et élue du 20e arrondissement. Vous avez traité de la question de l'éducation. Là, je termine un ouvrage d'un philosophe, Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, que je recommande à tout un chacun et chacune. Et lui dénonce la perte de la sensibilité. Et en ce 21e siècle, donc la question de l'éducation me paraît cruciale. Et donc en tant qu'élue, moi je vais essayer d'œuvrer à la création d'un éco-conseil de la jeunesse dans le 20e arrondissement et de donner toute sa part à la défense, la défense de la condition animale et surtout une éducation au respect du vivant, de l'ensemble du vivant. Il faut savoir que certes, on parle d'éducation au développement durable jusqu'en 2018. Maintenant, on parle d'éducation à la transition écologique qui est dans les programmes de l'éducation nationale. Mais je suis désolée, mais en tant qu'enseignante, je peux témoigner que pour l'instant, ça demeure purement cosmétique. En tout cas, en ce qui concerne Paris. Alors, ça va dépendre effectivement de chaque académie, mais il faudrait demeurer très vigilant. Et pour conclure, pour animer des débats philosophiques avec mes élèves, ils réfléchissent ensemble à un propos d'Élisée Reclus qui dit « L'être humain et la nature prenant conscience d'elle-même ». Donc là, il est temps de mener ce combat, toutes et tous ensemble. Merci. Au sein de la commission conditions animales, on travaille justement sur l'éducation à l'éthique animale. Est-ce que... Cédric, si tu veux intervenir. Deux commentaires. D'abord, merci pour la référence à Élisée Reclus, qui fait partie de quelques figures de la grande histoire, parmi les grandes figures de gauche de l'histoire, qui ont montré qu'il y avait aussi une gauche qui se souciait de façon très forte des droits animaux. Une autre personnalité dans le même genre, c'est Louise Michel. Et mon deuxième commentaire, ça va être, c'est l'enseignant qui fait la qualité de l'enseignement, bien plus que le programme. Et donc, on se retrouve avec le sujet majeur de la formation de l'enseignant. L'enseignant ne peut pas inventer les choses, on a besoin de lui donner les outils. Mais ça, je suis convaincu, que ce soit sur le respect du vivant ou sur les compétences en mathématiques, la formation des enseignants, c'est l'outil numéro 1 par lequel la nation prépare la génération d'après et sa survie. Nathalie, David, vous voulez intervenir sur ce lien entre éducation à la cause animale et puis aussi éducation sur notre manière d'habiter la Terre, les connexions entre les deux? Oui, mais bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'aspect éducatif est fondamental. Je voulais conclure parce qu'on s'arrive vraiment de la fin sur insister sur... En fait, l'écologie politique, c'est une politique, j'ai le sentiment, si vous voulez la résumer en 2 mots, qui essaye de redonner du sens et de la sensibilité à l'activité de notre civilisation. C'est ça l'écologie politique. C'est vrai pour l'économie, c'est vrai sur le rapport à la consommation, c'est vrai pour le rapport au vivant, et c'est vrai aussi du rapport aux autres êtres vivants, du sens et de la sensibilité. On est dans un moment, notre civilisation, j'ai l'impression, où
on fait des choses qui, de mon point de vue, n'ont plus de sens, n'ont plus de bon sens. C'est la croissance infinie, c'est tout ça, et où on nie la sensibilité, où la sensibilité, l'empathie est jugée comme une faiblesse. Et l'écologie politique, c'est quelque chose qui essaie de remettre à l'endroit les priorités. Pour finir vraiment, c'est vrai pour la question écologique en général, et c'est vrai pour la question de la condition animale. Il y a une formule célèbre qu'on prête à Gandhi, mais qui n'est pas de Gandhi. C'est d'abord, ils vous ignorent, ensuite, ils vous moquent, après, ils vous combattent, et à la fin, vous gagnez. Et je crois que sur cette question fondamentale, la condition animale, c'est ce qui est en train de se passer. Au début, personne n'en parlait, puis on s'est foutu de nous, puis maintenant, on commence à nous combattre. Hein, c'est ayatollah, c'est machin, c'est brutal. Et je pense que c'est la dernière étape avant le fait de gagner, mais pour ça, tu as raison de le dire, il faut qu'il y ait des gens qui continuent de s'engager avec force et détermination. Il y a un gros chantier sur l'école, qui est de la compétence des mairies, et l'intercommunalité, le département qu'est la métropole de Lyon, a les collèges. Ce sont des gros chantiers. On y est attentif, et ça fait partie de notre programme. On verra ce qu'on peut appliquer, mais c'est quelque chose qu'on a en tête, que j'ai en tête. Cédric, tu vas apporter une autre précision, peut-être pour réagir par rapport aux propos de David. C'est important aussi d'arriver à gagner à la cause des gens qui sont au départ ni politiques ni écologiques et qui vont augmenter le sérieux et la respectabilité. Je prends juste un exemple. La personnalité publique qui est intervenue pour présenter le référendum Hugo Clément, c'est Xavier Niel. Qui aurait vu Xavier Niel dans ce genre de rôle ? Et c'est important, quand vous avez quelqu'un comme ça qui s'engage et qui dit « jusqu'à il y a quelques mois, j'y croyais pas, j'ai changé d'avis, c'est un sujet important », il y a beaucoup de gens qui vont se dire « tiens, si Xavier Niel s'y met, c'est qu'il y a quelque chose ». Et le fait de pouvoir gagner à la cause des gens qui sont en dehors du cercle habituel va être important. Quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est comment le traduire dans un contexte français. Tout à l'heure, on a dit Descartes, c'est une des raisons pour lesquelles la France est à la traîne. Une autre raison, c'est bien sûr la gastronomie française qui traditionnellement est basée sur le plat principal, viande ou poisson. C'est même dans le repas gastronomique tel que déposé à l'UNESCO en 2010, à la française. Donc viande ou poisson, c'est dedans. Et bien sûr, comme le problème numéro 1 en termes de quantité de souffrance dans le monde sur la cause animale, c'est la question de l'élevage industriel, ça va avec. C'est le moment pour la France de se rappeler que c'est aussi le pays de l'absolu, des grandes révolutions, le pays qui aime penser le futur, qui aime montrer le chemin pour le monde entier et qui doit voir qu'il y a là quelque chose de nouveau dans lequel il doit s'engouffrer, politiquement, culturellement aussi. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. En fait, il y a de l'espoir qui ressort de chacune de vos interventions parce que ça montre comment la cause animale aussi va bouleverser l'idée de la politique. On a parlé de sensibilité et c'est quelque chose en effet c'est une nouvelle approche qui est en train de naître et je pense que c'est quelque chose de très stimulant. C'était très intéressant aussi d'avoir vos trois visions à trois échelles parce que comme tu le rappelais tout à l'heure, Cédric, là, on vient d'avoir des belles victoires pour les animaux à l'échelle municipale, mais si on n'y agit pas au Parlement, si on n'agit pas au niveau des députés européens, il faut agir sur les trois dynamiques et c'est ça qui va faire avancer pour l'instant, c'est l'échelle nationale la plus faible et ça va être aux parlementaires français de faire le boulot. Exactement, et peut-être pour conclure, en effet, le référendum pour les animaux, je vous invite déjà à toutes et tous à le signer, mais aussi à appeler vos parlementaires à se mobiliser, parce que actuellement, il y a toujours des députés et des sénateurs et des sénatrices qui ne l'ont pas signé, et si malheureusement le nombre des signatures est insuffisant, on ne pourra pas lancer ce référendum pour les animaux. Donc je pense que ça peut être un beau mot de la fin, c'est de se mobiliser sur cette question. Merci beaucoup.